Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Disparition forcée en Algérie, un crime contre l'humanité est le titre d'un rapport élaboré par le collectif des familles de disparus en Algérie. Ce rapport, d'environ à peu près 140 pages, est l'aboutissement d'un long travail de recherche, d'enquête, de recueil de témoignages, de rencontres avec les familles, avec les témoins, de toute personne susceptible d'apporter un éclairage à la disparition forcée en Algérie. Les équipes du collectif se sont déplacées dans les grandes villes jusqu'aux tout petits patins les plus reculés en Algérie. L'objectif de ce rapport est de prouver que la disparition forcée en Algérie n'est pas le fruit du hasard. La disparition forcée en Algérie a été systématique et généralisée, ce qui qualifie le crime contre l'humanité dans le droit international. Pour la publication de ce rapport, le CFDA a organisé le 5 mars 2016 un séminaire qui porte le même nom que le rapport, dont vous aurez le plaisir d'écouter plusieurs extraits relatifs aux interventions des experts et d'éminentes personnalités qui ont été invités à ce séminaire. Bonne écoute. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Salam alaikum, bon appétit pour tout le monde. Je me présente, je suis Madame Abdellah, mère de journalistes enlevés forcés par les forces de sécurité, par le DRS, le corps, c'est le DRS de Ben Aknoun. Ils sont venus un jour, le 12 avril, à minuit, après le couvre-feu. Après le couvre-feu, ils viennent à nos domiciles et ils sont venus. Il y avait la police, il y avait des gens habillés en civil. Ils sont venus, qui ont pris mon fils du domicile. J'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit c'est juste pour une enquête de routine et il sera tout de suite relâché. D'ailleurs, ils l'ont pris en pantalon de pyjama, le 12 avril, en pantalon de pyjama et en tricot de peau. Donc, ils l'ont pris de la maison et depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Moi, le lendemain de son enlèvement, j'ai été au commissariat du quartier pour déposer une plainte. Ensuite, j'ai été au BMPJ, comme j'habitais un quartier, commissariat et BMPJ. Ensuite, le lendemain matin, je suis descendue aux droits de l'homme. À l'époque, c'était Zagvala qui était président de l'ONDH. Et depuis ce jour, j'ai commencé, ma cabale a commencé. J'ai saisi toutes les institutions, à commencer par le président de la République, la médiature, l'intérieur, la justice, toutes les autorités du pays. Et ils prennent ma déclaration et je n'ai plus revu mon fils de ce jour, je ne l'ai plus revu. Donc maintenant, moi, c'est un combat que je mène pas d'hier. Ça fait mon fils le 12 avril, il va faire 19 ans. Expérience qui est vraiment, je le souhaite à personne. J'aurais aimé qu'il serait mort qu'une disparition. Je n'ai ni temps, ni repère, ni rien du tout. Je vis toujours en espoir. Je vis d'espoir, comme on dit. Et voilà. Voilà, donc je continue mon parcours, je me bats à ma façon, à ma manière, avec mes sœurs. On ne se connaissait pas, et par rapport à la tragédie qu'on a eue, on est devenus comme des sœurs. Et voilà, on est en train de terminer le parcours, et on s'est juré, on a fait un serment qu'on ne s'arrêterait pas jusqu'à la connaissance de la vérité. Puis tous les mercredis, aux droits de l'homme, pour le sit-in hebdomadaire, je marche partout, là où on me dit il faut y aller, j'y vais. J'ai écrit partout, sans réponse. Mes écrits sont restés sans réponse. Et maintenant, nous souhaitons que ce pouvoir, quand même, il lâche prise. Ça suffit. 19 ans, vous savez, hier, avant-hier, jeudi, nous avons perdu une
une maman d'un disparu qui était une femme active, qui s'est battue tous les jours pour connaître la vérité de son fils. Et elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup de mamans quand même qui vivaient d'espoir de revoir leurs enfants, et ils sont partis, ils ont disparu de ce monde sans connaître la maman qui est morte avant-hier. La dernière minute, dans sa bouche, ce qu'il y avait, c'est mon fils. Elle appelait son fils le disparu, et elle voulait le voir, mais malheureusement, elle ne l'a pas vu. Elle est partie avec le cœur bien. Nous voudrions bien qu'on soit aidés, parce que nous, on se bat à notre manière, avec les moyens qu'on a. Nous avons une association qui est en train de nous aider, et c'est grâce à cette association que nos voix sont sorties à l'extérieur du pays, parce que là, on ne pouvait pas bouger. Ils nous battaient, ils nous ramassaient, on passait des journées dans le commissariat, ils nous suivaient, on était persécutés. Mais une fois que notre voix, on a sorti notre voix à l'international, maintenant ce n'est plus comme avant. On arrive à parler, on arrive à souffler, et nous nous battrons toujours, et nous resterons toujours solidaires jusqu'à la connaissance de la vérité, jusqu'à la réapparition ou la vérité sur le sort du dernier enlevé forcé, disparu. Merci, Madame Barbara. Je passe la parole maintenant à Madame Anne Rosy, professeure à la faculté de droit de Barcelone, qui va nous parler de l'expérience espagnole et quelques pistes sur des stratégies potentielles en se basant sur le droit international. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci bien. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très honorée d'être ici. Je suis très honorée d'être invitée à participer à ce séminaire et d'avoir l'opportunité de partager avec vous vos expériences et surtout d'éprouver cette énergie que vous avez. C'est vraiment incroyable, vraiment merveilleux. Et je vous remercie pour cet extraordinaire accueil que vous nous avez offert. Initialement, je devais parler, c'est ça qu'on a écrit sur le programme, je vais parler des stratégies, potentielles stratégies basées sur le droit international. On m'a dit que le cas espagnol intéressait parce qu'on dit d'abord, normalement on dit que c'est homicide, on dit que c'est une transition modélique. Et donc j'ai décidé de changer un peu ma présentation et parler du cas espagnol comme excuse pour faire un parallèle avec le cas algérien et aussi pour vous présenter ce qu'on a fait là, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on espère. La transition espagnole n'est pas modélique, c'est un modèle de lien, sauf d'injustice, et d'injustice au nom de la réconciliation. Et je peux dire même qu'elle peut être un peu déprimante, parce que 75 ans après les disparitions sont commises, les familles cherchent encore des réponses, mais je crois que c'est la preuve que effacer la justice au nom de la réconciliation, ce n'est pas la solution. Parce qu'après, on a toujours des demandes de vérité. Elles sont très légitimes, elles sont nécessaires pour construire une vraie démocratie. Et alors, comme disait avant, d'abord, l'Espagne est un des pays du monde avec le plus haut nombre de disparus, parmi le pays du monde avec le plus haut nombre de disparus. On dit que c'est le deuxième pays après la Cambodge. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Je vais essayer de vous expliquer. Je vais faire
disons, petit voyage de ce que la transition espagnole ou, disons, la dictature de la transition en Espagne a supposé pour les familles, pour les victimes. Alors, pour remettre les choses en contexte, j'imagine que vous savez, mais sinon je fais un groupe historique très vite. L'Espagne a subi une guerre civile entre 1936 et 1939. La guerre a commencé après un coup d'État de Francisco Franco. Et la guerre civile était particulièrement sanguinaire, acharnée, comme toutes les guerres civiles en somme. Et ça a été l'origine, disons, un nombre de disparus pendant la guerre. Mais surtout, ce sont des années d'après-guerre, le période immédiatement après 1939, plus ou moins jusqu'à 1950, où on a souffert la plus intense répression. Ça traduit basiquement des exécutions sommaires. Dans le meilleur des cas, précédé des procès sommaires, très sommaires. Je dis, dans le meilleur des cas, normalement, c'était des exécutions pendant la nuit, à l'aube. Et ça remplit l'État espagnol, le territoire de l'Espagne, des fosses communes, à côté des routes, dans les cimetières, où on a toujours les restes des personnes qui sont enterrées là-bas sans identifier. Et parfois, on ne sait même pas où la fosse se trouve exactement. C'est le cas, par exemple, c'est bien connu, le cas du poète Federico García Lorca. On a essayé de trouver les restes, mais on n'a pas trouvé exactement l'endroit où ils peuvent se trouver. Et après cette première époque de criminalité d'État, on a passé une époque, on peut dire, de stabilité. Franco a pris le contrôle de la situation. Alors, la plupart de la dictature a été, disons, tranquille. Quand même, il y avait des persécutions des oppositeurs politiques, il y avait des tortures, des détentions, des gens morts en prison, des prisons avec des conditions inhumaines. Vu que la dictature a été construite basiquement sur la personne de Franco, c'était le but de sa personnalité, le jour où il est mort, la dictature essentiellement se finit. C'est-à-dire le 20 novembre 1975, on peut dire qu'on a commencé avec la mort de Franco une nouvelle étape, une nouvelle période dans l'histoire de l'Espagne. Et on a commencé avec pas mal d'efforts, une transition, au moins du point de vue formel. Du point de vue réel, ce que compte l'état de droit ou la qualité de la démocratie en Espagne, je crois qu'on est encore un peu loin de parler d'une démocratie parfaite. En tout cas, la mort de Franco apporte une lueur d'espoir. Et on commence à faire la transition vers la démocratie tout en adaptant les structures franquistes, dictatoriales, à la nouvelle démocratie. On a utilisé les structures de la dictature pour faire la démocratie. On a aussi passé une loi d'amnistie en octobre 1977. La loi d'amnistie a été, je crois que là il y a un parallélisme très fort avec l'Algérie du point de vue du discours du gouvernement. La loi d'amnistie a eu le support de la population, un très fort support, parce que la population voulait l'amnistie pour libérer les prisonniers politiques, mais pas pour amnistier les délits de sang, les délits contre les droits de l'homme commis par les autorités. Et
Ça a été, je crois que ça, on l'a pas annoncé qu'on allait faire ça. On a passé la loi avec le support de la population. Mais en même temps, on n'est pas racontant toute la vérité de ce qu'allait la loi artistique allait impliquer. Et après, on a approuvé la Constitution au mois de décembre 1978. Et on peut dire que dans ce moment-là, formellement, la transition, plus ou moins, a fini son première époque. Après, on a eu une période d'adoption des lois pour créer des nouvelles institutions, tout ça. C'était une époque, cette transition, on dit que c'était une transition pour la paix, c'était une transition modélique. Mais ça a été une époque de violence, beaucoup de violence politique. Il y a eu des morts provoqués par des groupes d'extrême gauche, extrême droite, gouvernement. On parle de plus ou moins, dans ce première époque, on a eu environ 600 morts politiques. Pour ne pas parler des détenus, des personnes qui ont fini en prison. Donc, c'était pas vraiment une transition pacifique. Je dis normalement, j'aime dire que les victimes espagnoles, les victimes de la guerre civile, de la dictature, sont trouvées avec deux couches de silence. Et ça, je crois que vous sont très familiers. D'abord, on a eu une première couche de silence a été imposée par la dictature. On a eu 40 ans de dictature, où les victimes directes, les personnes qui ont vécu la guerre civile, ne pouvaient pas raconter leur histoire, ne pouvaient pas savoir où ses parents étaient, ses fils, ses frères, ses parents, parce que Franco a construit une version de la guerre civile qui n'avait rien à voir avec la vérité. Il a imposé une histoire officielle. Alors la guerre civile a été une croisade contre le communisme. Et donc, c'est l'esprit catholique qui a vaincu. Et ceux qui cherchaient la famille, qui étaient victimes de la guerre civile, c'était parce qu'ils étaient communistes. Donc, ils ne pouvaient pas s'annoncer si facilement. Alors, le silence, à cette époque-là, je veux dire, pendant 40 ans, est devenu une stratégie de survivance, essentiellement.